Xavier Pascaud, quand on parle de la conquête spatiale, je trouve qu'on a surtout un imaginaire très américain. Est-ce que nous, en Europe, on a quelque chose à raconter ? Alors oui, on a un imaginaire très américain, hein. L'espace, c'est la frontière. Alors, il y a deux concepts aux États-Unis qu'on a mis en avant. C'est le fait d'abord qu'on a une destinée manifeste. Ça a été théorisé, tout ça, dans le 19e siècle. Les États-Unis, c'est un peuple élu. Et donc, ils accèdent à l'espace, il y a un caractère sacré, etc. Et puis, il y a la notion de frontière aussi, alors qu'elle est liée à cette destinée manifeste. Et donc, l'idée, c'est de toujours aller de l'avant et d'être sur la frontière. Alors, la frontière, d'ailleurs, disent les Américains, c'est pas un lieu géographique, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois, avoir une capacité scientifique et être en même temps très agile et très manuel. Enfin, donc, c'est une espèce d'alliance de qualités qui sont des qualités qui les distinguent de l'ancien monde, en fait. Donc, tout ça a été inventé au 19e. Ça a été d'abord la conquête de l'Ouest, hein, ça a été traduit par la conquête de l'Ouest. Et puis, une fois qu'on avait conquis l'Ouest, on a regardé vers les étoiles et puis ça s'est avéré finalement être un bon terrain symbolique. D'ailleurs, on avait un peu l'identique en Russie, en Union soviétique. Il y avait cette histoire de l'homme nouveau et puis ce qu'on a appelé le cosmisme. Enfin, en Europe, on n'a pas du tout cette histoire-là. L'Europe, l'espace naît beaucoup plus tard qu'aux États-Unis, en Union soviétique. Ça naît dans les années 60, 70. Et là, l'Europe, elle a un autre défi, c'est de créer une entité commune qui mette en avant l'excellence de chacun. Et l'un des champs qu'on va utiliser, c'est la science. On va faire de l'atome et puis on va faire de l'espace. Et l'espace, c'est l'Agence spatiale européenne. Ça naît sur cette volonté de mettre en commun l'excellence des pays européens. Donc, on raconte pas du tout la même histoire. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'exploration, évidemment, l'Europe, elle est en retrait parce qu'elle n'a pas cette démarche d'aller coloniser, d'aller conquérir. Démarches qui sont naturelles pour les Américains, qu'il était un peu pour l'Union soviétique, alors un peu moins pour la Russie aujourd'hui. Et puis la Chine aussi a des choses à proposer. L'Europe est en retrait, donc on a besoin on dit aujourd'hui d'un narratif, d'un récit finalement, presque incarné. On a des astronautes, mais on n'a pas, par exemple, de programme qui soit autonome pour les lancer dans l'espace. On utilise soit une fusée américaine, soit une fusée russe. Donc, effectivement, on a ce problème. La question, c'est que l'Europe, aujourd'hui, elle excelle dans les satellites et notamment dans la surveillance de l'environnement. C'est le programme Copernicus, par exemple. Mais elle n'a pas de récit sur ce programme. Et c'est bien dommage, parce que c'est un programme très politique. L'Europe, c'est l'ange gardien de la Terre aujourd'hui. C'est celle qui est capable de mesurer le changement climatique. On ne le dit pas assez. Les États-Unis peuvent le faire aussi, mais l'Europe a un programme organisé pour ça. Mais elle n'en fait pas un récit politique. Donc on est un peu en panne de ce point de vue-là. Technologiquement, l'Europe est très avancée. Elle sait faire à peu près tout. Alors ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, mais délibérément, c'est d'envoyer des astronautes par elle-même dans l'espace. Alors là, elle se pose des questions parce que c'est le regain d'intérêt pour la Lune aujourd'hui qui compte beaucoup pour les États-Unis. Les Chinois aussi ont un projet lunaire. Alors à l'échéance de quelques années, hein, en 2030, normalement, les uns et les autres devraient être revenus sur la Lune. Cette fois-ci, pour s'y installer dans des labos, dans des installations. L'Europe coopère avec les États-Unis, mais coopère un petit peu comme un fournisseur de technologie finalement. Et elle espère, en coopérant ainsi, avoir des strapontins pour ses propres astronautes pour qu'ils aillent sur la Lune. Mais on le fait en réaction à une proposition qui est une proposition américaine, mais sans que nous-mêmes nous ayons pris l'initiative de le faire. Donc l'absence de récit, elle se fait sentir encore. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la politique, j'avais envie de dire, d'Elon Musk, en tout cas, ce récit qu'il nous donne de la conquête de Mars, toute cette aventure spatiale qui finalement donne peut-être un nouvel élan politique aux États-Unis? Alors c'est vrai que ça, c'est la grande nouveauté des dernières années. Jusqu'à présent, une entité qui avait des capacités et des objectifs, ça s'appelait une agence spatiale. Les industriels, eux, exécutaient ce que l'agence spatiale leur demandait d'exécuter, construisaient la fusée, donnaient la clé à l'agence spatiale qui opérait la fusée. Et là, avec ce nouvel acteur, alors lui et d'autres, hein, Jeff Bezos aussi, eh bien, on a une entité concurrente finalement qui a ses capacités et qui a des objectifs qui lui sont propres. Ceux de Musk, c'est d'aller sur Mars. Faire 100 vols, 10 000 vols de 100 personnes sur un siècle pour aller sur Mars, pour créer une colonie d'1 million de personnes sur Mars. Bon, il a ce projet fou. Mais ce projet fou, du coup, lui donne une sorte d'orientation stratégique qui lui est propre et le place en interlocuteur différent des autres industriels vis-à-vis de l'agence spatiale qu'est la NASA aujourd'hui, par exemple. Alors ça, c'est tout à fait nouveau et c'est vrai que ça fait de Musk un acteur un peu inédit dans le milieu. Jeff Bezos a aussi son propre projet. Alors lui, c'est un peu différent. Il veut pas aller sur Mars pour recréer une nouvelle Terre. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait retirer les industries de la Terre et les mettre sur des stations en orbite pour refaire de la Terre un sanctuaire naturel, etc. Bon, alors c'est un peu démiurgique finalement. Hein. Ils ont des projets comme ça, un peu grandioses.
assez irréalistes en réalité sur les prochaines années. Mais inévitablement, ça leur donne un caractère différent et ça en fait d'eux aujourd'hui des acteurs majeurs. Donc on ne peut pas, il y a un avant Musk et un après Musk, quoi qu'on pense du personnage qui est vraiment très particulier, on le sait bien. Mais du point de vue du spatial, de la communauté spatiale aussi, il a créé quand même une connexion très forte entre l'espace et la tech, l'espace et le numérique à travers Starlink par exemple, là, qui aujourd'hui, on ne parle plus de satellites de télécommunication, on parle de satellites de connectivité. Ce sont des satellites qui évoluent à 400 km d'altitude et qui permettent d'avoir des rendements aussi bons que ceux de la fibre. Donc aujourd'hui, quand vous êtes finalement soit dans une zone blanche, soit même dans une zone où la fibre, c'est pas facile parce que vous avez fait votre demande et vous attendez des années avant de l'avoir, etc. On connaît des gens qui, dans les grandes villes, commencent à utiliser des antennes Starlink. Et ça prend un quart d'heure à installer et vous avez une performance, dit-on, je n'en ai pas moi-même, mais tout à fait correcte, quoi. Donc ça, c'est nouveau aussi. Et il y a cette idée, finalement, de créer des réseaux un peu agnostiques qui vont se fusionner avec d'autres réseaux. Et ce que font des gens comme Musk, en fait, c'est qu'ils banalisent l'espace, ils banalisent l'accès à l'espace et ils tirent l'espace vers la Terre. Et en fait, on se rend compte que l'espace devient un élément d'un réseau global. Sur lequel travaillent toutes ces industries de la tech et qui aujourd'hui voient l'espace non pas comme quelque chose de singulier, de coûteux, etc., mais comme quelque chose qu'ils peuvent utiliser dans leur propre modèle. Alors vous les racontez très très bien, les histoires de l'espace depuis de nombreuses années. Vous observez cette politique américaine spatiale. Mais on l'a vu venir justement cette bascule avec Elon Musk, ces fusées réutilisables et tout ça. Ou ça a été une surprise? Alors pour ceux qui n'ont pas regardé, ça a été une surprise. Mais en réalité, cette histoire d'Elon Musk et du New Space en général, parce que ce mouvement porte un nom justement pour marquer cet avant et cet après. La réalité, c'est qu'en fait, c'est très américain. C'est une histoire qui est singulière aux États-Unis. Très rapidement, en fait, à la fin de la guerre froide, au sortir des années 80-90, il s'est agi finalement de reconvertir le secteur spatial américain, comme les Russes le faisaient de leur côté d'ailleurs. On appelait ça la conversion en Russie. On parle beaucoup de reconversion du complexe militaire-industriel soviétique, mais on ne parlait pas de la reconversion du complexe militaire-industriel américain. Elle a pourtant eu lieu. Et c'est les années Clinton, en fait, qui ont démarré ce mouvement, en réalité, en se disant, finalement, on a investi des milliards dans ces objets qui étaient très militaires, essentiellement pour surveiller l'Union soviétique, etc. La pire des situations aurait été de ne pas se bénéficier de cet investissement passé. Donc, une obsession a été, dès les années 91-92, vraiment la mise en place de l'administration démocrate à l'époque, ça a été de trouver le moyen de faire de ces investissements finalement un capital politique qui serait utilisable dans la nouvelle situation géostratégique où les États-Unis restaient seuls finalement. Il n'y avait plus de bipolarité, l'Union soviétique avait disparu, la Russie gérait ses propres problèmes. Et ça a été le moment où des décisions politiques ont été prises, 94 par exemple, etc., où on a voulu commercialiser en fait ce qu'on avait fait à des fins militaires auparavant. Donc on a commercialisé l'observation de la Terre par exemple à 1 mètre de résolution. Jamais on avait fait ça. 1 mètre, c'était que pour les militaires. Clinton décide en 94 de dire non, désormais on va pouvoir créer des entreprises privées qui vont commercialiser ces images. Et puis, on a commercialisé les lanceurs, on a commencé à créer des sociétés privées. Et puis, le GPS, on a dit non, il ne faut pas que ce soit que les militaires qui l'utilisent, on va l'ouvrir au grand public. Alors, il faut quand même contrôler la sécurité. Donc, tout ça, ça a planté les premières graines de la commercialisation. C'est la première vague. La deuxième vague, c'est le New Space. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ça, dans les années 90, on a semé les graines de ce qui allait apparaître dans les années 2000 comme étant vraiment le New Space, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur du spatial et qui se rendent compte que le spatial est en train d'évoluer, devient moins cher, plus utilisable dans leur propre modèle d'affaires. Et la tech, vraiment, a créé là le pont avec l'espace et ça donne ce qu'on a aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a une tradition aux États-Unis aussi de grands magnats comme ça, privés, qui vont, alors soit par philanthropie, soit par intérêt économique, en fait, développer des grands... La Smithsonian, par exemple, aux États-Unis, tous ces musées sont des musées soutenus par les grandes fondations privées. Donc, il y a cette tradition. Mais au-delà de ça, ce qui manque en Europe, c'est l'histoire que j'ai dite, qui est celle où en fait le gouvernement en fait donne les impulsions. Ce qui se passe aujourd'hui dans le spatial aux États-Unis notamment, mais c'est la même chose en Chine par exemple, c'est que l'essentiel de l'argent, le client de ces gens-là, ça va d'abord être du client public. C'est-à-dire que le gouvernement va acheter des services chez ces gens-là. En Europe, on n'en est pas là du tout. On n'a pas eu cette histoire avec la nécessité de reconvertir des investissements passés. En Europe, on a fait de la science. L'Agence spatiale européenne s'est concentrée, et très bien d'ailleurs, sur la science. On n'a pas fait des grands programmes militaires, on n'a pas de grands complexes militaires industriels qu'il a fallu reconvertir. Donc cet élan-là, on ne l'a pas. Donc il faut créer un récit nouveau. Vous savez, aujourd'hui, une politique spatiale, c'est 3 pieds finalement.
Un premier pied, c'est une filière spatiale qui fonctionne bien avec des lanceurs réutilisables, des satellites low cost, etc. Les États-Unis savent faire, la Chine sait faire, l'Europe sait faire. Bon, on a eu des petits problèmes de lanceurs avec Ariane, mais on sait faire. Mais ça suffit pas. Il faut un deuxième pied, et ça, c'est un autre volet industriel qui va valoriser le premier, qui va valoriser la filière spatiale. Et ça, c'est la tech aux États-Unis. C'est les GAFAM, c'est Amazon, c'est tous ces gens-là, Microsoft Azure, etc. En Chine, vous avez Alibaba, Tencent de plus en plus qui s'intéressent à l'espace. Vous avez 3 projets en Chine de 12 000 satellites chacun, par exemple, qui sont en cours. Ça, c'est le deuxième pied. Mais ça suffit pas. Il faut un troisième pied. C'est le gouvernement qui va investir pendant 10 ans pour amorcer la pompe, j'allais dire, du business de ces gens-là qui vont rentrer en partenariat. Et ça, c'est des grands programmes militaires, etc., que nous n'avons pas en Europe. Donc en Europe, on a bien le premier pied. On n'a pas le deuxième. On n'a pas la tech à l'échelle où elle est développée avec les acteurs de cette dimension. Et puis, on a 27 États alignés. Il faut aligner les planètes et on n'a pas les mêmes récits nationaux, etc. Donc là, c'est le challenge, le défi de l'Europe, c'est de s'inventer cette histoire, s'inventer ce trépied qui aujourd'hui, franchement, nous fait mal parce que c'est la dynamique de ce mécanisme-là qui fait qu'on a une accélération, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Ça se traduit très bien, par exemple, dans le nombre de vols par an. Les États-Unis, c'est SpaceX, 140 vols par an. Enfin, on n'a jamais vu ça, même au pire de la guerre froide. La Chine, aujourd'hui, c'est entre 60 et 70 vols par an. En Europe, on n'ira pas au-delà de 11 et de 10 parce qu'on n'en a pas besoin quelque part, parce qu'on a, quand vous lancez des fusées, il faut que ça lance quelque chose, by the way, au passage. Et là, on a besoin de ça, on a besoin de construire une politique spatiale. On en est loin pour le moment. Merci beaucoup.